Juste après avoir divorcé, mon ex-femme a épousé son patron. Mon fils m'a annoncé qu'il serait le garçon d'honneur, puis a ajouté, il est riche, et possède 2 entreprises. Contrairement à toi, papa. Lors du mariage, une invitée a prononcé une phrase qui a fait perdre le contrôle à mon ex. Ensuite, elle m'a appelé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'ai divorcé, j'ai déménagé dans un autre pays, et je pensais que le pire était passé. J'avais tort. Susanna a épousé son patron, exactement 43 jours après que nous ayons signé les papiers du divorce. 43 jours. Elle n'a même pas attendu 2 mois. Et ce ne fut pas une cérémonie intime ou discrète. C'était un grand mariage, avec une salle de réception, de la musique live, plus de 120 invités, et une robe qui a dû coûter l'équivalent de 3 mois de mon honnête salaire. Je le savais, parce que Mathias, mon fils de 13 ans, m'avait appelé. Et la toute première chose qu'il m'a dite, avant même toute autre considération, c'est qu'il serait le garçon d'honneur. J'ai pris une grande inspiration. Je lui ai dit que j'étais heureux pour lui. Et juste au moment où je pensais que la conversation ne pouvait pas être pire, Mathias a ajouté autre chose. Avec cette candeur dévastatrice qu'ont les enfants, lorsqu'ils répètent ce qu'ils entendent à la maison, sans en comprendre tout le poids. Papa, il a 2 entreprises et il est riche. Toi, tu n'as rien de tout ça. Je n'ai rien répondu. Je n'en étais pas capable. J'avais une boule dans la gorge, de la taille de 19 ans de mariage, de factures payées à temps, de nuits blanches passées à régler des problèmes, pour que notre famille aille bien. De décisions toujours prises en pensant aux autres d'abord, et ensuite, s'il restait un peu de place, à moi. Mon fils de 13 ans répétait des mots qui, de toute évidence, n'étaient pas les siens. J'ai fermé les yeux, j'ai respiré lentement, et j'ai pris une décision que je ne comprenais pas tout à fait à cet instant. Mais quelque chose au fond de moi savait que c'était nécessaire. J'allais me rendre à ce mariage. Et ce qui s'y est passé. Ce qu'une invitée a dit en plein milieu de la fête. La phrase qui a fait perdre la tête à Susanna, devant tout le monde. Et l'appel que j'ai reçu le soir même, alors qu'il était presque minuit. C'est exactement ce que je vais vous raconter. Car il y a des histoires qu'on ne peut pas garder pour soi, et celle-ci en fait partie. Pour comprendre tout ce qui s'est déroulé lors de ce mariage, je dois vous ramener 2 ans en arrière, dans la cuisine de la maison que j'avais construite de mes propres mains, au fil de presque 2 décennies. Un mardi soir qui a tout changé. Je m'appelle Alvaro. J'ai 45 ans. Je suis ingénieur système, le genre de profession que les gens respectent dans l'abstrait, mais qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ce qui m'a toujours convenu, car je n'ai jamais fait partie de ceux qui ont besoin de s'expliquer pour se sentir valide. J'ai travaillé des années dans une entreprise technologique. Je gagnais assez pour que notre famille vive avec stabilité, avec des vacances annuelles, avec l'hypothèque payée à temps, et l'éducation de Mathias entièrement assurée. Nous n'étions pas riches, mais nous avions une situation solide. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était suffisant. J'avais tort. Pendant presque 2 décennies, j'ai été le mari de Susanna, le père de Mathias, et le soutien silencieux d'une famille qui, au final, a décidé que je n'étais pas à la hauteur. Ou plus précisément, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui semblait être une meilleure option. Quelqu'un avec des costumes sur mesure, 2 entreprises enregistrées, et cette façon de parler qu'ont les gens qui ont passé trop de temps entourés de personnes leur disant oui à tout. Leopoldo, son patron. Je l'avais rencontré une fois, lors d'un dîner d'entreprise. Susanna m'y avait invité, presque par obligation. Il m'a serré la main avec une fermeté excessive, le genre de poignée de main qui s'apparente davantage à une démonstration de force qu'à une salutation. Il m'a regardé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et a continué à discuter avec les autres, comme si je n'étais pas vraiment dans la pièce. À ce moment-là, je n'y ai rien vu de particulier. Aujourd'hui, je comprends qu'il savait déjà exactement qui j'étais, et que cela ne lui semblait pas poser problème, car il avait déjà élaboré son plan. Au début, ce furent des réunions qui finissaient tard. Puis, des voyages d'affaires qui se prolongeaient jusqu'au dimanche. Ensuite, de petits changements chez Susanna, que je remarquais, sans savoir comment les nommer. Une nouvelle façon de s'habiller, plus soignée, plus réfléchie. Un parfum différent, apparu un jour sans explication. Une distance dans son regard, lorsque nous étions ensemble à la maison, comme si son esprit était toujours ailleurs. Notre salon n'était plus qu'une étape,
entre l'endroit où elle voulait vraiment être, et l'endroit où elle continuait, par inertie, à dormir. Je travaillais, je rentrais à la maison, je dînais avec Mathias quand Susanna n'était pas là. Ce qui arrivait de plus en plus souvent. J'aidais pour les devoirs, je payais les factures, je faisais tout ce qu'un homme responsable est censé faire. Et tout cela, apparemment, ne valait rien, comparé à quelqu'un qui possédait 2 entreprises, et un compte en banque bien garni. Quelqu'un qui avait l'énorme avantage de la nouveauté, d'être différent, de briller, précisément parce qu'il n'avait pas encore eu le temps de devenir banal. Lorsque Susanna m'a demandé le divorce, elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle me l'a annoncé dans la cuisine, un mardi soir, pendant que je finissais la vaisselle. Avec la même tranquillité que l'on met à annuler un abonnement qu'on n'utilise plus. Sans drame, sans culpabilité apparente. Avec une décision si fermement ancrée, que la conversation n'en était pas vraiment une. C'était une notification, ça ne marche plus. Ça ne marche plus depuis longtemps, et nous le savons tous les deux. Ce que je savais, mais que je n'ai pas dit, c'est qu'elle avait déjà tout planifié. Cette conversation n'était pas le début d'une crise. C'était la clôture administrative d'une chose qu'elle avait déjà décidée seule. Sans me consulter, sans me donner la moindre chance de tenter quoi que ce soit. Sans même avoir l'honnêteté minimale de me dire toute la vérité sur le pourquoi. J'ai signé les papiers 3 mois plus tard. Mathias est resté avec elle. Nous avons convenu de visites régulières, d'appels vidéo hebdomadaires, et de vacances partagées, dans la mesure du possible. J'ai tout accepté sans me battre. Non pas parce que cela me semblait totalement juste. Mais parce que la seule chose que je ne voulais pas, à ce moment-là, c'était de transformer mon fils en champ de bataille, pour 2 adultes qui ne savaient plus comment partager la même pièce, sans que tout devienne trop lourd. Et donc, poussé par la seule chose qui avait du sens, je suis parti. Lisbonne n'était pas un choix romantique. C'était un choix pratique. J'avais un contrat de télétravail avec une entreprise technologique à Madrid, qui me payait 4 200 € par mois. Et le Portugal offrait de la stabilité, un coût de la vie raisonnable, et surtout, quelque chose qui, à ce moment-là, valait plus que tout le reste. La distance. La distance physique, par rapport à tout ce qui me rappelait les dernières années d'un mariage. Un mariage qui s'était lentement éteint, sans faire de bruit. Sans que je sache exactement à quel moment il avait cessé de respirer. Mon appartement était petit. Au 3e étage, sans ascenseur. Une fenêtre donnant sur une rue pavée, du genre qui abonde à Lisbonne. Ces rues que les touristes photographient, sans savoir que derrière ces beaux murs, et cette lumière dorée, vivent des gens ordinaires. Des gens avec des problèmes ordinaires, et des douleurs qui ne sont pas du tout photogéniques. Je me levais tôt, je préparais du café, je travaillais. L'après-midi, je marchais jusqu'au fleuve, ou vers une librairie d'occasion. Là où personne ne connaissait mon nom, ni mon histoire. Personne ne me regardait avec pitié. Personne ne me demandait comment j'allais, avec ce ton particulier, qui signifiait en réalité, j'ai tellement de peine pour toi. J'envoyais de l'argent à Mathias tous les mois, sans faute. Je n'ai jamais manqué un seul versement. Car, indépendamment de tout ce qui s'était passé, il était mon fils. Et cela ne changeait pas, à cause d'une quelconque signature, ou de la décision d'un adulte. Je dormais bien. Je travaillais bien. Petit à petit, quelque chose en moi trouvait un nouvel équilibre. Différent de celui que j'avais auparavant, mais un équilibre quand même. Et puis, Mathias m'a appelé. Papa, il a 2 entreprises et il est riche. Toi, tu n'as rien de tout ça. J'ai fermé les yeux, et j'ai réservé le vol. Le trajet depuis Lisbonne a duré 2h40. Je me suis assis côté hublot, j'ai commandé un café que je n'ai pas fini, et j'ai passé presque tout le voyage à regarder les nuages. Avec cette étrange sensation de quelqu'un qui retourne dans un endroit qui ne lui appartient plus, mais qui renferme encore trop de choses à lui, entre ses murs. Je ne savais pas exactement ce que je m'attendais à trouver. Ou peut-être que je le savais, et que je préférais ne pas trop y penser. Mathias m'avait envoyé les détails par texto. Le mariage avait lieu samedi, à la salle Monte Carlo. Dans le même hôtel où Susanna et moi avions célébré notre 10e anniversaire. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, ou un choix délibéré. Avec Susanna, on ne pouvait jamais en être totalement sûr. Je suis descendu dans un petit hôtel, à 15 minutes de la salle. Une chambre simple, un lit double que j'utilisais en diagonale,
comme je le fais toujours quand je dors seul. Et une fenêtre, avec vue sur un parking, qui n'avait rien de poétique. Mais au moins, c'était honnête. Sans prétention. Tout comme moi. La veille du mariage, Mathias est venu me voir. Il est arrivé avec cette énergie nerveuse qu'ont les adolescents, lorsqu'ils ne savent pas trop quelle attitude adopter, face à des situations que les adultes ont rendues trop compliquées. Je l'ai serré fort dans mes bras. Il m'a laissé faire. C'était déjà ça. Nous avons dîné ensemble, dans un restaurant près de l'hôtel. Il a commandé un double hamburger avec un supplément de frites, et a parlé pendant presque tout le dîner. De ses amis, d'un nouveau jeu vidéo, de son envie d'apprendre à jouer de la guitare. Des trucs de gamin de 13 ans, des choses normales. Et je l'ai écouté, avec toute l'attention du monde. Parce que ces moments, ces dîners ordinaires avec mon fils, étaient exactement ce qui me manquait le plus, parmi tout ce que j'avais perdu. Mais à un moment donné, entre le dessert et l'addition, le sujet a changé. « Papa, tu viens au mariage demain ?» « Oui, lui ai-je répondu. »« J'y vais. » Il a hoché la tête. Il y a eu un court silence, puis il m'a regardé. Avec ce mélange de culpabilité et de curiosité, que seuls les enfants affichent, lorsqu'ils se sentent au milieu d'une situation qu'ils n'ont pas demandée. Léopoldo a une voiture qui vaut 100 000 €. Il me l'a montrée dans le garage la semaine dernière. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai bu une gorgée d'eau, je l'ai regardé, et je lui ai demandé, « Elle t'a plu, la voiture ?» Il a haussé les épaules. « Elle est bien. Elle est très grande. » J'ai payé l'addition, je l'ai raccompagné à l'hôtel où il séjournait avec Susanna. Je l'ai serré à nouveau dans mes bras à la porte. Et, alors que je redescendais seul la rue, je me suis dit que les voitures à 100 000 €, c'est exactement le genre de choses très impressionnantes de l'extérieur. Mais de l'intérieur, ça donne l'impression d'être dans n'importe quelle autre voiture. Cependant, c'est le genre de choses qu'on n'apprend qu'avec le temps. Et Mathias avait encore beaucoup de temps devant lui pour l'apprendre. Je suis arrivé à la salle le lendemain, avec 10 minutes d'avance. Costume sombre, cravate bleu marine, chaussures cirées. Je les avais fait briller le matin même, avec une serviette de l'hôtel, car je n'avais pas apporté de brosse. Rien d'extraordinaire, rien qui ne soit conçu pour attirer l'attention. Juste un homme présentable, venu voir son fils jouer un rôle important. Un rôle, lors d'une journée qui, indépendamment de tout le reste, comptait pour lui. La salle était pleine. 120 invités, peut-être plus. Des fleurs blanches sur chaque table, un éclairage chaleureux, un petit orchestre qui s'accordait dans un coin. Tout était très soigné, très cher. Le genre de mariage qui nécessite plusieurs mois de préparation, et un budget que je préférais ne pas calculer. Car je savais que le chiffre me dérangerait plus que je ne voulais l'admettre. Je me suis assis à une petite table discrète, sur le côté, près de personnes que je ne connaissais pas. Et qui ne semblaient pas non plus me connaître. Ce que je trouvais parfait. J'ai commandé de l'eau. J'ai observé. Susanna est entrée, au bras de son frère Bernardo. Je m'étais toujours raisonnablement bien entendu avec lui. Jusqu'à ce que, pendant la procédure de divorce, il devienne le porte-parole officiel de tout ce que Susanna avait besoin de me communiquer, sans vouloir me parler directement. Ce genre de loyauté familiale, que je comprends, mais que je ne suis pas obligé d'admirer. Elle était rayonnante. Je ne pouvais pas le nier, même si je l'avais voulu. Une robe longue de couleur ivoire, les cheveux relevés, avec quelques mèches détachées, pour un effet décontracté, qui avait pourtant dû coûter 2 heures chez le coiffeur. Elle souriait. Avec ce large sourire confiant de quelqu'un qui a le sentiment d'être enfin exactement là où elle voulait être. Et puis Léopoldo est apparu. Costume gris perle, chemise blanche, et des boutons de manchette qui brillaient de loin. Il s'est avancé vers l'autel, avec cette posture de quelqu'un qui a l'habitude qu'on le regarde. Sûr de lui, calme. Avec ce calme si particulier des hommes qui confondent l'argent avec la stabilité émotionnelle. Et qui n'ont pas encore reçu suffisamment de leçons de réalité, pour remarquer la différence. Mathias marchait à ses côtés. Mon fils, dans un costume bleu, un peu trop grand aux épaules. Et une expression sur le visage, qui mêlait de la fierté à quelque chose que j'ai interprété comme un malaise. Bien que je fusse peut-être en train de projeter. Les parents projettent toujours trop. Il m'a regardé depuis l'hôtel. Je lui ai souri. Il a à peine levé la main.
Un petit geste, presque imperceptible. Mais je l'ai vu, et ça m'a suffi. La cérémonie a été longue. L'officiant a parlé pendant près de 40 minutes, d'amour, d'engagement, et de nouveaux départs. Les bons mots, dans le bon ordre. Le genre de discours qui sonne bien sur le moment, mais dont personne ne se souvient 3 semaines plus tard. Susanna a pleuré un peu. Léopoldo l'a regardée, avec cette expression que prennent les hommes, lorsqu'ils veulent paraître profondément émus en public. J'ai observé tout cela, depuis ma table d'appoint, avec un calme qui m'a moi-même surpris. Je ne ressentais ni colère, ni tristesse. Je ressentais quelque chose qui ressemblait davantage à de la distance. Ce sentiment de regarder un film sur une vie qui fut la sienne, mais qui appartient désormais à une histoire complètement différente. Quand la cérémonie s'est terminée, et que l'heure du cocktail a commencé, je me suis levé pour chercher Mathias. Je l'ai trouvé près du bar à jus, toujours dans son costume bleu, la cravate légèrement de travers sur la droite. « Tu as été parfait », lui ai-je dit. Il a souri. Un vrai sourire. De ceux qui ne sont pas préfabriqués. C'est à ce moment-là que Susanna s'est approchée. Sans Léopoldo. Seul. Avec sa coupe de champagne à la main, et cette expression de quelqu'un qui a décidé de dire quelque chose, et que rien ne pourra arrêter. Elle m'a jaugé de haut en bas, pendant une fraction de seconde. Un regard rapide, mais délibéré. Le genre de regard qui se passe de mots, parce qu'il dit tout. Alvaro. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. C'est Mathias qui m'a invité, ai-je répondu simplement. Il y a eu un bref silence. Elle a pris une gorgée de champagne, puis, avec un sourire qui n'était pas exactement amical, mais qu'on ne pouvait pas non plus qualifier d'ouvertement hostile, elle a lâché, c'est bien que tu puisses voir à quoi ça ressemble. Un vrai mariage. Je n'ai pas répondu. Elle a attendu un instant de plus, comme si elle s'attendait à une réaction, qui n'est pas venue. Puis, elle a tourné les talons, et s'est éloignée vers Léopoldo. Il se trouvait de l'autre côté de la salle, entouré de gens qui riaient à une de ses blagues. Je suis resté là où j'étais. J'ai bu une gorgée d'eau, et je me suis mis à observer beaucoup plus attentivement. La fête a commencé à 20h. Les tables étaient disposées autour d'une piste de danse circulaire, que je n'avais pas encore vue utiliser. Mais qui avait clairement coûté une somme d'argent importante en décoration. Des centres de table avec des fleurs importées, des bougies blanches, des verres en cristal qui reflétaient la lumière. De quoi rendre tout cela plus élégant que ça ne l'était probablement. Le genre de décor conçu pour impressionner sur les photos, et qui, en personne, a toujours quelque chose d'un peu artificiel, comme une vitrine de magasin très bien agencée. Je me suis assis à ma table. À ma gauche, se trouvait un couple de personnes âgées, qui ne m'a pas adressé la parole de toute la soirée. Mais qui ne m'a pas non plus dérangé, ce que j'ai apprécié. À ma droite, il y avait un homme dans la cinquantaine, au visage rond, portant une cravate rouge. Il s'est présenté sous le nom d'Hector, le comptable de toujours de Léopoldo. Et, dans les 10 premières minutes de la conversation, il m'a expliqué, sans que je le lui demande, qu'il travaillait avec lui depuis 12 ans. Que c'était un homme extraordinaire, un visionnaire, et que ces 2 entreprises étaient un exemple de ce qu'on pouvait accomplir avec de l'intelligence et de la détermination. J'ai écouté patiemment. J'ai hoché la tête au bon moment, et j'ai stocké son nom quelque part dans ma mémoire. Car quelque chose me disait qu'Hector allait jouer un rôle pertinent plus tard. Même si je ne savais pas encore exactement pourquoi. Le dîner a été long. Entrée, soupe, plat principal, dessert. Le tout servi avec cette lente cadence, caractéristique des événements qui veulent vous faire sentir que chaque instant vaut ce qu'il a coûté. Léopoldo a fait le tour des tables pour saluer les invités, avec cette assurance énergique d'un hôte confiant. Serrant des mains, et faisant des blagues que les gens célébraient avec plus d'enthousiasme qu'elles ne le méritaient probablement. Le genre d'homme qui remplit une pièce de sa présence. Qui sait exactement l'espace qu'il occupe, et qui l'utilise délibérément. Quand il est arrivé à ma table, il s'est arrêté une seconde de plus que nécessaire en me voyant. Une fraction presque imperceptible. Puis, il m'a tendu la main, avec cette fermeté excessive que je lui connaissais déjà, de la seule fois où nous nous étions rencontrés. Alvaro. C'est tellement bien que tu aies pu venir. Son ton était celui de quelqu'un qui dit l'exact opposé de ce qu'il pense. Mais avec suffisamment de maîtrise, pour qu'on ne puisse pas le lui reprocher directement. Merci pour l'invitation, ai-je répondu.
Ce qui était techniquement un mensonge, puisque l'invitation venait de Mathias, et non de lui. Mais c'était la réponse appropriée pour ce moment précis. Il a souri, et a continué son chemin. Hector, à ma droite, s'est légèrement penché vers moi, et a murmuré avec un sourire complice, que je n'avais pas sollicité, il est impressionnant, n'est-ce pas? Cet homme a tout pour lui. J'ai bu une gorgée de vin. Il semblerait, en effet, ai-je dit. C'est au moment du dessert qu'il s'est passé quelque chose, que je n'ai pas bien compris sur le coup. Mais qui, plus tard, avec tout ce qui a suivi, a pris un sens complètement différent. Léopoldo se tenait devant le microphone, et se préparait à prononcer un discours. Lorsqu'un homme, que je n'avais pas vu auparavant, s'est approché de lui. Costume sombre, expression sérieuse. Le genre de visage qui ne cadre pas tout à fait avec l'ambiance d'une fête. Il s'est penché vers Léopoldo, et lui a glissé quelque chose à l'oreille. De manière rapide, et discrète. Léopoldo n'a pas changé d'expression, ou presque pas. Mais il y a eu quelque chose. Une contraction minime au niveau de la mâchoire. Une fraction de seconde, pendant laquelle son regard a perdu cet éclat confiant et contrôlé, qu'il avait maintenu toute la soirée. Puis, il a de nouveau souri, comme si de rien n'était. L'homme s'est éloigné, aussi discrètement qu'il était arrivé. Léopoldo a pris le micro, et a prononcé un discours sur l'amour et les nouveaux départs. Il a duré très exactement 7 minutes, et a reçu de chaleureux applaudissements de la part de toutes les personnes présentes. J'ai applaudi moi aussi, et j'ai continué à observer. Susanna a pris la parole ensuite. Un discours bref, et émouvant. Avec cette capacité qu'elle a toujours eue, de trouver les mots que les gens ont envie d'entendre, au moment exact où ils ont envie de les entendre. Elle a mentionné Mathias. L'assemblée a soupiré de tendresse. Elle ne m'a pas mentionné, ce qui était tout à fait logique, et prévisible. Mais il y a eu un moment, juste un seul, où ses yeux ont balayé la pièce, et se sont arrêtés une fraction de seconde dans ma direction, avant de poursuivre. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait, à ce moment-là. Je ne sais pas si elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Quand les discours se sont terminés, la musique a commencé. La piste de danse s'est remplie rapidement. Je suis resté à ma table, avec un deuxième verre de vin que je n'avais pas demandé, mais que quelqu'un m'avait servi. Et j'ai regardé l'agitation de la salle, avec cette tranquillité particulière des hommes qui n'ont plus rien à prouver, dans un lieu donné. Mathias est venu s'asseoir un moment avec moi. Il avait enlevé sa cravate, et l'avait pliée dans la poche de sa veste. C'est le geste le plus sensé que j'ai vu de toute la soirée. « Tu vas bien, papa ?» « Je vais très bien, lui ai-je répondu. Et c'était vrai. Nous avons discuté un moment de choses sans importance. De Lisbonne, de savoir si je voyais la mer depuis ma fenêtre. Il a dit qu'un jour, il aimerait venir me rendre visite. Je lui ai dit qu'il pouvait venir quand il voulait. Que sa chambre était prête, et qu'il lui suffisait de me dire quand il arriverait. Ses yeux se sont illuminés, d'une manière qui m'a rappelé que, sous tout ce contexte compliqué, il était toujours mon fils de 13 ans. Un fils qui avait envie de découvrir le monde, et qui avait encore besoin de moi, même s'il ne savait pas toujours comment le formuler. C'est alors qu'une femme, que je ne connaissais pas, s'est approchée de la table. Elle avait la soixantaine, des cheveux gris à la coupe élégante, et portait une robe vert foncé, avec cette aisance naturelle de quelqu'un qui n'a pas besoin de faire d'efforts pour imposer sa présence. Elle s'est assise sur la chaise restée libre à ma gauche, a posé son verre sur la table, et m'a regardé avec un sourire serein. « Vous êtes Alvaro, n'est-ce pas? Le papa de Mathias. L'unique. » J'ai acquiescé. Elena, s'est-elle présentée. Je connais Léopoldo depuis de nombreuses années. Depuis bien avant qu'il n'ait tout ça. Quelque chose dans cette dernière phrase, dans l'emphase particulière qu'elle a mise sur les mots, tout ça, m'a poussé à lui accorder une attention différente. Je ne sais pas si c'était le ton. Je ne sais pas si c'était l'expression. Mais quelque chose dans sa façon de le dire, résonnait comme quelqu'un qui en sait plus qu'elle n'en dit. Et qui n'a pas encore décidé jusqu'où elle va partager. C'est une très belle fête, ai-je dit simplement. Afin de maintenir la conversation sur un terrain neutre, tout en l'observant. Elena a regardé autour de la salle, avec une expression qui n'était pas exactement de l'admiration. C'était plutôt de l'ordre de l'évaluation, une comparaison avec quelque chose qu'elle seule pouvait voir. Car elle seule savait ce qu'il y avait là, avant, tout ça. Oui,
a-t-elle répondu lentement. Très belle. Puis, presque pour elle-même, d'une voix suffisamment basse pour que je sois le seul à l'entendre, elle a ajouté quelque chose que je n'ai pas entièrement compris sur le moment. Mais qui, le soir même, lorsque Susanna m'a appelé, m'est revenu à l'esprit, avec une clarté qui m'a laissé sans voix. C'est dommage que tout ce qui brille, n'appartienne pas à celui qui semble le posséder. J'ai levé les yeux vers elle, mais Elena regardait déjà ailleurs, son verre à la main. Affichant ce sourire paisible de quelqu'un qui vient de dire exactement ce qu'elle voulait dire, et qui n'a pas besoin de donner plus d'explications. La phrase d'Elena a continué de résonner dans ma tête. Ce sont ces mots que vous ne comprenez pas entièrement sur l'instant. Mais que vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête. Parce qu'il y a quelque chose dans leur poids, que vous ne savez pas encore évaluer. C'est dommage que tout ce qui brille, n'appartienne pas à celui qui semble le posséder. Je l'ai regardé encore un instant. Elle avait repris sa boisson calmement, comme si elle n'avait rien dit de particulièrement important. Comme s'il s'agissait du genre de commentaire que l'on fait à n'importe quelle fête, et qu'on oublie entre le toast suivant et le plat d'après. Cependant, j'avais passé 45 ans à apprendre à faire la distinction. Entre les gens qui parlent pour ne rien dire, et les gens qui disent exactement ce qu'ils pensent, avec une précision chirurgicale. Et Elena appartenait manifestement au second groupe. « Vous n'avez pas vu Léopoldo depuis longtemps ?» ai-je demandé, sur le ton le plus désinvolte que j'ai pu trouver. Elle a tourné légèrement la tête vers moi, avec un petit sourire. Environ 4 ans. Depuis qu'il a vendu la première entreprise. Du moins, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il l'a vendue, a répondu Elena. Ensuite, elle a pris une longue gorgée de son verre, et n'a rien ajouté. Je n'ai posé aucune autre question non plus. Mais l'information s'est nichée quelque part dans ma tête, à côté de la phrase précédente. Et, ensemble, elles ont formé quelque chose qui n'avait pas encore de forme très nette, mais qui commençait à ressembler à une question importante. La musique a continué. La piste de danse est restée remplie. Léopoldo a dansé un slow avec Susanna, au centre de la piste. Entouré d'invités qui les prenaient en photo, leur téléphone bien haut. Et à cet instant, vu de l'extérieur, tout semblait être exactement comme il se devait. Un homme accompli, une femme rayonnante. Une histoire d'amour qui avait trouvé sa conclusion parfaite. De l'extérieur. Mathias est retourné sur la piste avec un groupe d'enfants de son âge. Ils avaient formé leur propre cercle, à l'écart des adultes. Ce qui est exactement la place des adolescents, au mariage de leurs parents. Je l'ai vu rire de quelque chose. Ça m'a fait plaisir de le voir ainsi. Hector, le comptable à la cravate rouge, avait migré vers une autre table. Mais je l'apercevais de temps en temps à travers la salle. Toujours près de Léopoldo. Toujours avec ce sourire d'un homme qui sait qu'il est du bon côté de la table, et qui n'a aucune intention de bouger. Il était environ 22h30, lorsque l'inattendu s'est produit. Ou, du moins, ce que personne ne s'attendait à voir se produire tout haut. Elena était restée à ma table pendant la dernière demi-heure. À discuter de généralités. De la ville, de la chaleur à cette période de l'année, d'un voyage qu'elle avait récemment fait en Italie. Une conversation tout à fait banale, que je soutenais à moitié. Car mon autre moitié était encore en train de digérer les fragments d'informations qu'elle avait laissés échapper, sans intention apparente. Puis, une femme que je n'avais pas vue avant s'est approchée de la table. Une quarantaine d'années, les cheveux foncés, une robe rouge. Avec cette énergie de quelqu'un qui a suffisamment bu pour que les filtres sociaux commencent à fonctionner avec moins de précision que d'habitude. Elle s'est penchée vers Elena, avec un grand sourire. « Elena, c'est tellement chouette de te voir ici. Ça fait si longtemps. » Cecilia, a répondu Elena, avec un sourire plus contenu. Un long moment, en effet. Cecilia s'est assise, sans y avoir été invitée. Avec cette aisance désinhibée de quelqu'un qui, à ce stade de la soirée, ne perçoit plus les codes sociaux avec beaucoup de justesse. Elle a regardé autour de la table, m'a regardé sans savoir qui j'étais, puis a posé de nouveau les yeux sur Elena. « N'est-ce pas incroyable, tout ça ?» s'est-elle exclamée, en faisant un grand geste vers la salle. Léopoldo est toujours si généreux. Cet homme est d'une générosité que je n'ai vue chez personne d'autre. Tu as une idée de ce que tout ça a dû coûter ? Elena a pris une gorgée de son verre, sans répondre. Cecilia a continué, n'ayant pas besoin de réponse. Martha m'a dit que la location de la salle, à elle seule, coûtait 40 000 € pour une nuit.
40 000 €. Et ça, c'est sans compter la nourriture, la musique, les fleurs. Cecilia, a dit Elena d'une voix basse, avec un ton qui était clairement un avertissement. Mais Cecilia ne l'a soit pas entendu, soit a choisi de l'ignorer. C'est juste tellement impressionnant, avec tout ce qui lui est arrivé l'année dernière avec ses entreprises. On pourrait penser que... Cecilia. Cette fois, le ton d'Elena était plus direct, plus ferme. Cecilia s'est arrêtée, a scié, et a regardé Elena. Et, à cet instant, elle a semblé saisir quelque chose dans l'expression de son amie, qui l'a fait se raviser. Elle a regardé autour d'elle, m'a regardé. Et, avec cette façon particulière qu'ont les gens, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils viennent de dire une chose qu'ils n'auraient pas dû, elle a changé de sujet. Avec une maladresse presque plus révélatrice que ce qu'elle venait de dire. Bon, de toute façon, quelle belle soirée. Je vais aller me chercher un autre verre. Et elle s'est levée, pour disparaître en direction du bar. Avec la même énergie brouillonne qu'à son arrivée. Elena et moi sommes restés seuls à la table. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Elena m'a regardé avec cette expression sereine qu'elle avait gardée toute la soirée. Et, pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'elle jaugeait ce qu'elle allait me dire. Comme si elle calculait le poids exact de ses prochains mots. Ne fais pas attention à Cecilia, a-t-elle finalement dit. Elle parle beaucoup. Je comprends, ai-je répondu. Il y a eu une pause. Est-ce que vous connaissez bien Leopoldo, ai-je demandé. Elena a posé son verre sur la table avec précaution. Assez. Ainsi que ses entreprises. Elle m'a regardé droit dans les yeux, pour la première fois de la soirée. Avec une attention différente de celle d'avant. Comme si la question avait fait basculer la conversation. Pourquoi demandez-vous ça, Alvaro? Parce que Cecilia a mentionné quelque chose à propos de l'année dernière, ai-je répondu simplement. Et parce que, tout à l'heure, vous m'avez dit que Leopoldo disait avoir vendu la première entreprise. Et la façon dont vous l'avez dit, m'a paru intéressante. Elena n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé vers la piste de danse. Leopoldo s'y trouvait à ce moment-là, riant avec un groupe d'invités. Complètement dans son élément, totalement sûr de lui. Parfaitement inaccessible à tout malaise, qui pourrait exister à quelques mètres de là, à une petite table sur le côté. Ce que je sais, a commencé Elena lentement, choisissant chaque mot avec une précision qui m'indiquait qu'il ne s'agissait pas d'une conversation légère. C'est que Leopoldo se trouve dans une situation financière, depuis 2 ans, qui n'est pas exactement ce qu'elle semble être, vue de l'extérieur. La première entreprise n'a pas été vendue. Elle a été liquidée. Et la deuxième? Elle s'est interrompue. La deuxième a des dettes. Des dettes qu'il gère grâce à des prêts, qui finiront bien par arriver à échéance. Je suis resté immobile. De combien s'agit-il, ai-je demandé. Elena a secoué légèrement la tête. Ça, je ne le sais pas exactement. Mais je sais que ce n'est pas une petite somme. Et je sais qu'il y a des gens qui attendent, depuis des mois, des réponses qui ne viennent pas, j'ai analysé tout cela en silence pendant plusieurs secondes. Et Susanna est-elle au courant? Elena a de nouveau regardé vers la piste de danse. Susanna dansait maintenant avec Bernardo, son frère. Avec ce sourire d'une femme convaincue d'avoir enfin pris la bonne décision. Et que l'avenir est aussi radieux, qu'il y paraît de l'endroit où elle se trouve. Ça, a déclaré Elena avec un calme qui confinait à la compassion, c'est ce que j'ignore. Je me suis légèrement adossé à ma chaise. J'ai regardé la salle, les fleurs, les verres en cristal, l'orchestre. Les 40 000 € déboursés pour une nuit dans cette salle. La voiture à 100 000 € dans le garage. Les boutons de manchette étincelants, au poignet de Leopoldo. Toute cette machinerie, soigneusement échafaudée par un homme qui voulait que le monde voie exactement ce dont il avait besoin qu'il voie. Et j'ai repensé à Susanna, signant les papiers. J'ai repensé à Mathias, disant, il a 2 entreprises et il est riche. Contrairement à toi, papa. J'ai repensé à la phrase d'Elena, prononcée au début de la soirée, c'est dommage que tout ce qui brille, n'appartienne pas à celui qui semble le posséder. Je n'ai rien ajouté. Elena non plus. Nous avons fini nos verres en silence. Alors que la fête battait son plein autour de nous, avec sa musique, ses lumières, et sa joie soigneusement mise en scène. Et je suis resté là, immobile.
Avec cette tranquillité si particulière des hommes qui viennent de comprendre quelque chose d'important. Et qui savent que ce qui va suivre ne sera simple pour personne. Surtout pas pour Susanna. Je n'ai pas bien dormi, cette nuit-là. Ce n'était pas à cause de l'angoisse, ou de la colère. Ni d'aucune des émotions que j'aurais pensé ressentir, il y a 2 ans de cela, si quelqu'un m'avait raconté cette histoire de l'extérieur. C'était à cause de quelque chose de différent. Ce sentiment très particulier que l'on a, lorsqu'on se retrouve avec un puzzle étalé sur la table, avec beaucoup trop de pièces éparpillées. Et que son esprit refuse de s'éteindre, tant qu'il n'a pas trouvé la bonne place pour chacune d'elles. Je suis resté allongé dans mon lit d'hôtel, à fixer le plafond pendant un long moment. Le parking à l'extérieur était complètement silencieux, à cette heure-là. Pas de tramway, pas de bruit. Juste moi, et les bribes d'une conversation, qui n'arrêtait pas de se réorganiser dans ma tête. La première entreprise n'a pas été vendue, elle a été liquidée. La seconde est criblée de dettes, dont les prêts arriveront à échéance à un moment donné. 40 000 € pour la location d'une salle, l'espace d'une nuit. Une voiture de 100 000 € garée dans le garage. Des boutons de manchette en argent, au poignet d'un homme qui, d'après Elena, se trouvait depuis 2 ans dans une situation financière, qui ne correspondait pas vraiment à l'image qu'il renvoyait. Je suis ingénieur système. Je travaille avec des données, avec des structures, avec des modèles. Mon cerveau n'est pas conditionné pour ignorer les incohérences. Il est conditionné pour faire exactement l'inverse. Et ce qu'Elena avait laissé échapper ce soir-là, ajouté à ce que Cecilia avait maladroitement révélé avant que son ami ne l'arrête, dessinait un schéma difficile à ignorer, une fois qu'on l'avait repéré. Un homme lourdement endetté ne dépense pas 40 000 € pour une seule nuit de location de salle. À moins d'avoir une raison très précise, de vouloir que tout le monde voit très exactement cela, la dépense fastueuse, l'abondance, la solidité financière. L'image de quelqu'un de si riche, qu'il peut se permettre ce niveau d'extravagance sans sourciller. Pourquoi quelqu'un aurait-il un besoin si urgent de se forger une telle image? Je me suis levé, et j'ai préparé un café avec la petite machine de la chambre. Ça a produit un breuvage qui était techniquement du café, mais qui ne possédait aucune des qualités qui font qu'un café vaut la peine d'être bu. Je l'ai bu quand même. Je me suis assis sur le bord du lit, avec mon téléphone à la main. Et pendant plusieurs minutes, je ne l'ai pas ouvert. Je n'ai fait que réfléchir. Ce n'est pas mon problème. C'était la première chose que je devais me rappeler. Ce que Leopoldo faisait, ou ne faisait pas, avec son argent ou ses dettes, n'était pas mon problème. Susanna avait pris ses décisions, avec toutes les informations qu'elle avait voulu obtenir, et toutes celles qu'elle avait choisi d'ignorer. Ce n'était pas mon problème non plus. Mais Mathias était mon problème. Mathias était ma responsabilité. Et Mathias vivait désormais dans cette maison, avec cet homme, dans cette situation financière qui brillait de 1000 feux vus de l'extérieur. Mais qui, de l'intérieur, selon Elena, était tout autre. Cela m'importait. Cela devait m'importer. J'ai allumé mon téléphone. Pas pour chercher quelque chose de précis dans l'immédiat, juste pour l'avoir en main, le temps de réfléchir. Et, presque sans l'avoir consciemment décidé, j'ai tapé le nom de Leopoldo dans le moteur de recherche. Accompagné du nom de sa deuxième entreprise. Celle que Mathias avait mentionnée, à un moment donné pendant le dîner de vendredi, avec cette admiration d'adolescent qui répète des données entendues à la maison, sans les filtrer encore. Les premiers résultats étaient tels que je les attendais. Des articles économiques datant de 2 ou 3 ans. Des interviews, où Leopoldo parlait d'expansion, de vision, de nouveaux marchés. Des photos d'événements d'entreprise. Ce genre d'empreinte numérique que se forgent les hommes, dont l'image publique doit toujours avoir plusieurs longueurs d'avance sur leur réalité privée. Cependant, parmi les résultats plus récents, on trouvait quelque chose de différent. Une brève note sur un portail d'informations économiques, datée d'il y a 8 mois. Elle mentionnait une plainte déposée par une entreprise fournisseuse, contre l'une des sociétés de Leopoldo, pour des retards de paiement s'élevant à 280 000 €. La note était courte, sans trop de détails. Le genre de brève qui est publié, mais que la plupart des gens ne lisent pas, parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. Et parce que les gros chiffres, dans un contexte juridique, semblent abstraits. Jusqu'à ce que, d'un coup, ils ne le soient plus. J'ai lu la note 3 fois. Puis, j'ai cherché d'autres informations. Je n'ai pas trouvé grand-chose de plus cette nuit-là. Parce que ce n'était ni le moment,
ni l'endroit pour une enquête approfondie. Et que ce n'était pas non plus mon intention. Je ne voulais détruire personne. Je ne voulais me venger de personne. Je voulais juste savoir exactement dans quelle situation vivait mon fils. C'était tout. Et c'était une raison bien suffisante. J'ai fermé mon téléphone, j'ai fini mon café. Et je me suis finalement endormi, alors qu'il commençait à faire jour dehors. Avec cette note sur les 280 000 €, qui tournait encore quelque part dans ma tête. Le lendemain, avant de prendre mon vol de retour pour Lisbonne, j'ai pris mon petit déjeuner seul au restaurant de l'hôtel. Toast, jus d'orange, des choses simples. Et pendant que je mangeais, j'ai reçu un message de Mathias, qui disait simplement « Merci d'être venu, papa ». Ça comptait beaucoup pour moi. Je l'ai enregistré. Ces quelques mots valaient plus que tout ce que j'avais vu la nuit précédente. J'ai répondu « Je serai toujours là où tu auras besoin de moi. Je t'aime ». Il a envoyé un emoji cœur. 13 ans. Mon fils. À l'aéroport, en attendant l'embarquement, j'ai cherché le nom de Martha sur mon téléphone. Martha était une amie de longue date. Une comptable. Quelqu'un avec qui j'avais gardé contact après le divorce. Car elle fait partie de ces personnes qui ne prennent pas parti dans les problèmes des autres. Elle continue simplement d'être ce qu'elle a toujours été, une personne fiable et discrète, qui sait exactement comment fonctionnent les structures financières des entreprises. Et qui a accès à des registres publics, qu'il me faudrait des jours pour trouver par moi-même. Je lui ai écrit un court message, sans détails superflus. Je lui ai juste demandé si elle pouvait me rendre un service professionnel, quand elle aurait le temps. Que je souhaitais vérifier le statut public de 2 entreprises, et que je lui expliquerais le contexte de vive voix. Elle a répondu en moins de 10 minutes, bien sûr, appelle-moi quand tu veux. J'ai embarqué, avec cette tranquillité particulière de quelqu'un qui a pris une décision, petite mais importante. Et qui sait que la suite dépendra de ce qu'il trouvera, et non de ce qu'il craint, ou de ce qu'il espère. De retour à Lisbonne le même après-midi, j'ai appelé Martha. La conversation a duré 40 minutes. Je lui ai dit l'essentiel, le nom de Leopoldo, le nom des 2 entreprises. Ce qu'Elena avait mentionné concernant la liquidation de la première. Ce que Cecilia avait laissé échapper sur l'année précédente. La note que j'avais trouvée, concernant la plainte pour les 280 000 €. Et je lui ai demandé si elle pouvait consulter les registres publics disponibles, afin de me donner une idée plus claire de ce qui se cachait réellement, derrière toute cette machinerie clinquante. Martha m'a écouté sans m'interrompre. À la fin, elle a dit « Laisse-moi 3 jours ». Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas le feu, que ce n'était pas urgent. Que je voulais juste savoir. J'ai raccroché. Je me suis préparé un vrai bon café, avec la cafetière italienne que j'avais achetée lors de mon premier mois à Lisbonne. Et qui était probablement le meilleur investissement, que j'ai fait depuis mon arrivée. Je me suis assis près de la fenêtre, qui donnait sur la rue pavée. Les tramways passaient toutes les 20 minutes. Le soleil de l'après-midi entrait avec un angle, qui donnait à toute une apparence plus calme qu'elle ne l'était. J'ai pensé à Susanna, qui dansait au milieu de la piste, entourée de fleurs importées et de verres en cristal. De 120 invités, qui applaudissaient une histoire d'amour, tout aussi brillante que les boutons de manchette en argent au poignet de Leopoldo. J'ai pensé à Elena, qui déclarait « C'est dommage que tout ce qui brille, n'appartienne pas à celui qui semble le posséder ». Avec le calme de quelqu'un qui sait depuis longtemps, quelque chose que les autres n'ont pas encore perçu. J'ai pensé à Mathias, dans son costume bleu, trop grand aux épaules. Avec sa cravate de travers. Avec son vrai sourire de garçon de 13 ans, un sourire qu'on ne peut ni fabriquer, ni acheter avec tout l'argent du monde. Et j'ai attendu. Martha m'a appelé le 3e jour. Pile à l'heure. Il était 18h30 à Lisbonne. Je terminais une réunion de travail, quand j'ai vu son nom s'afficher à l'écran. Je lui ai envoyé un rapide message, pour lui dire que je la rappellerais dans 20 minutes. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis fait un café. Je me suis assis près de la fenêtre, le téléphone à la main, avec le bruit des tramways à l'extérieur en guise de toile de fond, et je l'ai appelée. Martha n'est pas du genre à tourner autour du pot. Elle est comptable depuis 23 ans, et possède cette façon directe, et sans fioriture, de communiquer des informations. C'est le propre des gens qui travaillent avec des chiffres toute leur vie. Et qui ont appris que les données n'ont pas besoin de drame, pour être importantes. Les données parlent d'elles-mêmes.
Il suffit de savoir les lire. Alvaro, a-t-elle commencé. Et le ton avec lequel elle a prononcé mon prénom, m'a tout de suite indiqué que ce qui allait suivre, n'était pas simple. Dis-moi, ai-je répondu. Il y a eu une brève pause. Le genre de pause qui n'est pas de l'hésitation, mais de l'organisation. Comme lorsque quelqu'un a trop d'informations, et réfléchit par où commencer. La première entreprise de Léopoldo, a-t-elle commencé, a été dissoute il y a 2 ans et 4 mois. Pas vendue. Dissoute. C'est une différence importante. Lorsqu'une entreprise est vendue, le propriétaire perçoit un capital. Lorsqu'elle est dissoute, c'est généralement parce que les dettes dépassent les actifs, et qu'il n'y a pas d'acheteur viable. Dans ce cas précis, la dissolution s'est accompagnée de 3 plaintes en cours, déposées par des fournisseurs, pour un montant total d'environ 410 000 euros. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé continuer. La deuxième entreprise est toujours active dans les registres. Mais elle compte 4 inscriptions de dettes, au cours des 18 derniers mois. 2 d'entre elles concernent des établissements bancaires. La troisième, un fonds d'investissement privé. Et la quatrième, qui est la plus récente, concerne une entreprise prestataire de services, qui a intenté une action en justice il y a 8 mois, pour 280 000 euros de factures impayées. J'ai vu cette dernière aussi, ai-je précisé. Ce que tu n'as probablement pas vu, a poursuivi Martha, c'est qu'une audience est prévue dans 6 semaines pour cette plainte. Et que l'avocat qui représente Léopoldo dans cette affaire, a déposé une demande de report il y a 3 semaines, qui lui a été refusée. J'ai digéré la nouvelle en silence. À combien s'élèvent les dettes totales de la deuxième entreprise, ai-je demandé. Martha a expiré lentement. Dans les registres publics, le total documenté s'élève à environ 200 000 euros. Mais les registres publics ne montrent que ce qui a fait l'objet de procédures judiciaires formelles. Ce qui relève d'accords privés, de prêts informels, ou d'engagements verbaux avec des investisseurs, n'apparaît dans aucun registre. Et dans ce genre de situation, le montant est généralement considérablement plus élevé. 200 000 euros dans les registres publics. Rien que pour ce qui a atteint le stade des procédures judiciaires. Et le patrimoine personnel de Léopoldo, ai-je interrogé. Ses propriétés, ses actifs? C'est là que ça devient intéressant, a répondu Martha. J'ai décelé quelque chose dans sa voix. Ce n'était pas exactement de l'ironie, mais ça s'en rapprochait. L'appartement où il vit est enregistré au nom d'une société. La voiture fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat. Il n'en est pas le propriétaire direct. Et la seule propriété qui apparaît directement à son nom, est un terrain en banlieue, qui est grevé d'une hypothèque couvrant 90% de sa valeur estimée. Je suis resté silencieux un instant. J'ai ensuite repris lentement, l'appartement n'est pas à lui. La voiture n'est pas à lui. La seule propriété immobilière est presque entièrement hypothéquée. Et l'entreprise toujours active a des dettes documentées s'élevant à plus d'1 million d'euros. Avec une audience judiciaire prévue dans 6 semaines. C'est exact. J'ai ajouté, et le mariage. Une autre pause de la part de Martha. Je ne sais pas comment il a financé le mariage en particulier. Mais je peux te dire qu'une personne se trouvant dans une telle situation financière, et qui dépense ce qui a été dépensé pour cet événement, a 2 options. Elle a renâclé. Soit il dispose de capitaux privés qui ne figurent dans aucun registre. Ce qui est possible, mais peu probable, au vu de la tendance que montrent les documents. Soit il contracte de nouvelles dettes, pour financer une image qu'il doit maintenir pour une raison bien précise. Quel genre de raison? Les raisons les plus fréquentes, a déclaré Martha avec ce calme professionnel qui était parfois presque clinique, sont de 2 ordres. La première est d'ordre personnel. Quelqu'un qui a besoin de se sentir accompli, même s'il ne l'est pas. Et qui dépense sans compter. Pour s'en convaincre lui-même. La seconde est d'ordre stratégique. Quelqu'un qui a besoin de faire croire à certaines personnes qu'il est solvable. Parce que ces personnes sont sur le point de prendre des décisions importantes, basées sur cette perception. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai repensé à Susanna. Au papier du divorce. À la rapidité avec laquelle tout s'était enchaîné. Les 43 jours séparant la signature du divorce et le mariage. Une rapidité que j'avais, à l'époque, interprétée comme la confirmation que leur relation durait depuis longtemps, et que tout était planifié de longue date.
Et c'était probablement toujours vrai. Mais maintenant, il y avait un autre aspect à cette rapidité, que je n'avais pas envisagé auparavant. Martha, ai-je demandé, est-il possible de vérifier si le nom de Susanna figure sur un quelconque document lié à la deuxième entreprise? Une pause plus longue, cette fois-ci. Tu penses à ce que je pense que tu penses, m'a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore ce que je pense, ai-je répondu. C'est pour ça que je pose la question. J'ai entendu le bruit des touches du clavier à l'autre bout du fil. Martha cherchait, organisait, faisait ce qu'elle faisait mieux que n'importe qui de ma connaissance. L'attente a duré presque 4 minutes. 4 minutes pendant lesquelles je suis resté complètement immobile, près de la fenêtre, avec mon café froid à la main. Fixant la rue pavée, sans rien voir en particulier. Dans cet état d'esprit si particulier de quelqu'un qui s'apprête à recevoir une information, qui va changer sa perception des choses. Alvaro. Dis-moi. Il y a un document enregistré il y a 5 semaines. Une modification de la structure de l'entreprise de la seconde société. Pause. Susanna figure en tant qu'associée minoritaire, avec une participation de 17%. Le café s'est refroidi dans ma main. Depuis quand? Le document est daté d'il y a 5 semaines. Mais il comporte une clause de rétroactivité, qui établit la participation à compter d'il y a 4 mois. 4 mois auparavant. Avant le mariage. Avant même qu'ils n'annoncent publiquement qu'ils allaient se marier. Quelqu'un avait enregistré Susanna en tant qu'associée dans une entreprise ayant plus d'1 million d'euros de dettes documentées. Avant qu'elle n'ait eu suffisamment d'informations, pour prendre une décision éclairée sur ce que cela impliquait. Ou du moins, c'est ce que j'avais envie de croire. Ou peut-être qu'elle avait bien les informations, et avait pris cette décision quand même. Pour des raisons que je n'étais plus en mesure de comprendre. Qu'est-ce que ça implique légalement, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse de manière générale. Cela signifie, a expliqué Martha, avec une précision qui faisait parfois mal, justement parce qu'elle était si pointue. Cela signifie que selon la structure du passif de l'entreprise, et ce que stipulent les statuts de la société, Susanna pourrait avoir une responsabilité proportionnelle aux dettes. Pas nécessairement à 100%, mais pas à 0 non plus. Et avec une audience judiciaire dans 6 semaines. Pour un montant de 280 000 euros, ce n'est pas un détail négligeable. J'ai fermé les yeux un instant. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. C'était important. Je n'ai éprouvé aucune version de ce que les gens appellent la « justice poétique », lorsque des choses néfastes arrivent aux personnes qui vous ont fait du mal. Ce que je ressentais était bien plus complexe, et beaucoup moins net. Quelque chose qui s'apparentait à de la tristesse. Ce sentiment de voir clair dans une situation, mais de souhaiter n'avoir jamais eu à la voir. Car cette réalité implique des personnes qui faisaient autrefois partie de votre famille. Et qui, malgré tout ce qui a pu se passer, reste la mère de votre fils. Martha, ai-je demandé, c'était elle ce qu'elle a signé? Ça, je ne peux pas le savoir, a-t-elle répondu. Mais je peux te certifier, que ce genre de document ne se signe pas tout seul. Quelqu'un les lui a présentés. Quelqu'un les lui a expliqués. Ou a choisi de ne pas lui en fournir l'explication complète. Et elle y a apposé sa signature. Nous sommes restés silencieux un moment. Qu'est-ce que tu comptes faire, a fini par me demander Martha. J'ai regardé par la fenêtre. Le tramway est passé à l'heure, comme toujours. La rue pavée était mouillée, suite à une courte averse qui était tombée pendant notre conversation, et que je n'avais même pas remarqué. Pour le moment, rien, ai-je déclaré. Garde les informations. Je vais attendre. Attendre quoi? Ce qui doit arriver, ai-je répondu. Ces choses-là finissent toujours par se produire d'elles-mêmes. Ce n'est qu'une question de temps. Martha n'a rien ajouté de plus. Nous nous sommes dit au revoir. J'ai raccroché. Je suis resté assis longtemps près de la fenêtre, le téléphone posé sur la table, bercé par le son des tramways à l'extérieur. Et cette nouvelle information qui se réagençait lentement dans mon esprit, comme les pièces d'un puzzle qui trouvaient enfin leur place. Je n'ai appelé personne. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai absolument rien fait de ce que je savais. J'ai simplement attendu. Et, très exactement 19 jours plus tard, à 23h15, le téléphone a vibré sur la table de mon petit appartement, à Lisbonne. C'était Susanna. J'ai regardé l'écran pendant plusieurs secondes, avant de répondre.
Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je voulais être parfaitement calme, lorsque je le ferais. Je voulais que ma voix résonne exactement, comme elle aurait résonné n'importe quel autre soir. Sans tension, sans attente. Dépourvu de toutes les émotions qu'un appel de Susanna, à 23h15, aurait pu générer en moi il y a 2 ans de cela. Et qui, à présent, n'était tout simplement plus là. J'ai décroché à la 4e sonnerie. Susanna. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. Le genre de silence qui n'est pas dû à un problème technique, mais qui est chargé d'émotion. Le silence de quelqu'un qui a composé un numéro après une longue hésitation. Et qui, une fois l'appel établi, ne sait pas vraiment par où commencer. Alvaro. Sa voix était différente. Pas différente au point d'être méconnaissable. Différente, dans le sens où il y manquait quelque chose, qui avait toujours été là. Cette fermeté. Cette assurance toute particulière, d'une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, et n'a aucun doute sur la décision qu'elle vient de prendre. Cette assurance avait disparu. À la place, on ressentait quelque chose qui ressemblait davantage à de la fatigue. La tension contenue de quelqu'un qui porte un lourd fardeau depuis des jours. Et qui a finalement décidé de le poser sur la table, même si elle ne sait pas trop comment s'y prendre. « Comment vas-tu » ai-je demandé. La question la plus neutre qui soit. Celle qui ne livre aucune information, et n'en exige aucune de manière directe. Qui se contente d'ouvrir une porte, et de laisser l'autre personne décider si elle souhaite entrer, ou non. Bien, a-t-elle répondu. Puis, presque instantanément, comme si elle n'arrivait pas à retenir ce mot une seconde de plus, non, non, je ne vais pas bien. J'ai attendu. Tu as un moment, a-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Je l'ai entendu respirer. Une longue inspiration contrôlée. Le genre d'inspiration que l'on prend, lorsqu'on essaie de mettre de l'ordre dans quelque chose de complètement chaotique à l'intérieur. Il faut que je te pose une question, a-t-elle fini par dire. Et j'ai besoin que tu sois franc avec moi, même si tu n'as aucune raison de l'être. Pose ta question, ai-je dit simplement. Un autre silence s'est installé, plus court, cette fois-ci. Étais-tu au courant de quelque chose lors du mariage? Tu savais quelque chose sur Léopoldo, que tu ne m'as pas dit? La question était directe, plus directe que je ne l'avais anticipé. Et la façon dont elle l'avait formulée, sans détour ni préambule, m'indiquait qu'un événement s'était déjà produit. Que cet appel n'était pas préventif, mais réactif. Il s'était passé quelque chose ces derniers jours, qui l'avait poussé à composer mon numéro, à 23h15 un soir de semaine. Pourquoi me demandes-tu ça, Susanna, ai-je interrogé. Non pas pour éluder, mais parce que j'avais besoin de comprendre ce qui la motivait, avant de décider de ce que j'allais lui révéler. J'ai perçu un bruit à l'autre bout de la ligne, qu'il m'a fallu une seconde pour identifier. C'était le froissement de feuilles de papier que l'on manipule. Comme quelqu'un assis face à des documents qu'il ne saisit pas complètement, et qu'il continue de scruter, dans l'espoir qu'ils finiront par prendre un sens plus clair. J'ai reçu une mise en demeure il y a 4 jours, a-t-elle expliqué. Sa voix avait de nouveau changé. Elle était devenue plus neutre, plus maîtrisée. La voix d'une personne qui expose des faits. Car si elle commence à les analyser émotionnellement, elle va craquer, et elle ne peut pas encore se le permettre. C'est une plainte déposée contre l'entreprise de Léopoldo, pour un montant de 280 000 € de factures impayées, par un fournisseur. Et, dans cette notification, elle a fait une pause. Mon nom apparaît. Je n'ai rien répondu. Mon nom apparaît, Alvaro. Je suis enregistré en tant qu'associé. J'ai signé des documents, il y a 4 mois, que Léopoldo m'a présenté comme une simple procédure administrative, destinée à optimiser la structure fiscale de l'entreprise. Il m'a certifié que c'était une pratique courante. Que tous les partenaires stratégiques de ces sociétés possédaient ce statut. Que ce n'était qu'une formalité, m'octroyant certains avantages fiscaux, sans aucune implication concrète. Sa voix s'est légèrement brisée sur les derniers mots. À peine, mais suffisamment pour que je le remarque. As-tu consulté un avocat, ai-je demandé. Oui. Hier. Elle a fait une longue pause. Il m'a expliqué que, selon les statuts de la société que j'ai signée, et qu'il est en train d'examiner en détail, je pourrais être tenu proportionnellement responsable des dettes de l'entreprise. Pas à 100%, mais cela pourrait représenter une part non négligeable. À hauteur de combien?
Il ne le sait pas encore avec certitude. Mais il a précisé que si ma participation de 17% implique une responsabilité solidaire, en fonction de la formulation des statuts, cela pourrait s'élever à une somme conséquente. Une nouvelle pause a suivi. Et ce n'est pas tout. J'ai attendu. L'avocat a vérifié les registres publics des deux entreprises. La première a été dissoute, il y a plus de 2 ans de cela. Non pas vendue. Dissoute. Léopoldo m'a toujours assuré qu'il l'avait vendue, et que grâce à ce capital, il avait renforcé la seconde. Et ce capital, ai-je interrogé. Il n'y a aucune trace d'une quelconque vente, ni d'un transfert de capital important, a-t-elle répondu, d'une voix désormais totalement plate. Ce qu'on y trouve en revanche, c'est un acte de dissolution, accompagné de dettes en cours s'élevant à plus de 400 000 euros. Celles-ci ont été partiellement réglées, par le biais d'accords conclus avec les créanciers. Le silence qui s'en est suivi s'est prolongé durant plusieurs secondes. Je l'ai laissé perdurer. Je ne l'ai ni interrompu, ni comblé, car c'était le genre de silence qui nécessitait de l'espace pour s'exprimer. Alvaro. Elle a prononcé mon prénom, d'une voix différente de celle à laquelle elle m'avait habitué. Sans la distance qui avait marqué ces 2 dernières années. Sans la froideur administrative du divorce. Une intonation qui rappelait plutôt la façon dont elle le prononçait autrefois. À l'époque où nous étions encore 2 personnes qui se connaissaient véritablement, et qui pouvaient se parler, sans peser chaque mot. Étais-tu au courant de tout cela, lors du mariage? J'ai pris un moment avant de lui répondre. Non pas pour lui mentir, mais pour peser précisément ce que j'allais lui révéler. Au mariage, j'ai discuté avec une femme qui connaît Léopoldo depuis des années, lui ai-je répondu. Elle m'a confié des éléments, que j'ai jugés importants. Après le mariage, j'ai demandé à ce qu'on vérifie les registres publics. Silence. Et j'y ai découvert ce que tu viens de découvrir. La dissolution de la première entreprise, les dettes de la seconde, la plainte pour 280 000 euros, l'audience prévue. Un autre silence, plus long cette fois. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? C'était la question inévitable. La question légitime. Je me l'étais d'ailleurs posée à de nombreuses reprises, au cours des 19 jours qui s'étaient écoulés, entre cet appel avec Martha, et celui de Susanna. Parce que ce n'était pas mon rôle, lui ai-je répondu. Tu as pris tes décisions, Susanna. En te basant sur toutes les informations que tu avais choisi de recueillir, et celles que tu avais choisi d'ignorer. Ce n'était pas à moi de t'apprendre, ce que tu ne m'avais pas demandé. Long silence. Très long. C'est de bonne guerre, a-t-elle finalement concédé. Et, à travers ces quelques mots, j'ai perçu quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Ni de l'amertume, ni des reproches. Plutôt la prise de conscience d'une personne qui reconnaît que vous avez raison. Et que ça fait mal, précisément parce qu'elle sait que vous avez raison. Qu'est-ce que tu comptes faire, ai-je demandé. Je ne sais pas encore. Mon avocat examine encore les documents. Léopoldo assure qu'il y a une solution à tout ça. Que la plainte sera réglée. Qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Une brève pause. Il me répète exactement le même discours. Il affirme qu'il m'avait tout expliqué, concernant les documents que j'ai signés. Que c'était juste une formalité, sans réelle conséquence. Une simple formalité. Je n'ai pas répondu. Je ne sais plus quoi croire, a-t-elle ajouté. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Pas une voix faible, non. Mais étouffée. Comme lorsque quelque chose qui semblait si immense, se retrouve réduit à sa juste dimension, et que le contraste est difficile à assimiler. Susanna, ai-je repris, ce qu'il te faut maintenant, c'est un bon avocat, qui épluche méticuleusement chaque document que tu as signé. Tous, sans exception. Et tu dois avoir cette conversation avec Léopoldo, en présence de cet avocat. Surtout pas en tête-à-tête. Je le sais. Et Mathias, va-t-il bien? Une pause différente cette fois, plus apaisée. Oui. Il n'est au courant de rien. Je préfère qu'il ne sache rien pour le moment. Très bien, ai-je approuvé. Il y a eu un nouveau silence. Le dernier de cet appel. Et, dans ce silence, flottaient toutes ces choses qu'aucun de nous n'avait prononcées, mais que nous savions tous deux bien réelles. Tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait été dit, et tout ce qui avait été tu. La cuisine un mardi soir, les papiers signés, les 43 jours.
La salle de réception ornée de fleurs importées, et les verres en cristal. La phrase de Mathias, au sujet des deux entreprises et de l'argent. Tout cela planait, entre les deux extrémités de cet appel international, à 11 heures du soir. Sans que ni l'un ni l'autre n'ait eu besoin de le formuler. Car, il n'était plus nécessaire de mettre des mots sur tout ça. Merci d'avoir répondu, a-t-elle conclu. Prends soin de toi, Susanna, lui ai-je répondu, avant de raccrocher. Je suis resté un moment assis en silence. Dehors, le tramway est passé, à l'heure comme toujours. La rue pavée luisait, humide sous la lumière des réverbères. Lisbonne demeurait exactement fidèle à elle-même. Calme, authentique, sans artifice. Tout comme moi. Les jours qui ont suivi cet appel, se sont déroulés dans une atmosphère étrange. D'une manière que j'aurais du mal à définir précisément. Ce n'était pas une atmosphère étrange, dans le sens de pesante. Mais plutôt dans le sens où, quelque chose s'était décalé dans l'air de mon quotidien. Sans que je puisse mettre le doigt, exactement, sur ce qui clochait. Je me réveillais à la même heure, je préparais le même café. J'ouvrais mon ordinateur, et je travaillais avec la même concentration que d'habitude. L'après-midi, je me promenais près du fleuve, où je flânais dans une librairie. Les tramways continuaient de passer, toutes les 20 minutes, avec cette ponctualité que j'avais fini par trouver réconfortante, au fil du temps. Rien n'avait changé. Et pourtant, tout était différent. Je pense que cela venait de là. Depuis près de 2 ans, que je vivais à Lisbonne, je portais en moi une sorte de deuil inachevé. Pas une douleur vive. Ça s'était dissipé relativement vite, une fois que j'avais mis assez de distance entre nous. Mais c'était plutôt comme une question restée sans réponse. Qu'on apprend à occulter, mais qui demeure là, tapie dans un coin, occupant un espace restreint mais constant. La question de savoir, si les choix des autres engendreraient des conséquences. Si le monde tendait, d'une manière ou d'une autre, vers un certain équilibre. Ou si les événements se succédaient sans rime ni raison, et qu'il fallait simplement s'y faire. Cette question venait enfin de trouver une réponse. Pas nécessairement celle que j'aurais choisie. Pas la réponse nette et gratifiante, des contes de fées où tout se termine dans une symétrie parfaite. Mais une réponse réelle, complexe. Aux contours irréguliers, et aux conséquences qui touchaient des personnes, que je tenais encore à protéger. Même si elles ne faisaient plus partie de mon quotidien. Et j'ai réalisé que c'était suffisant, pour tourner la page. Mathias m'a téléphoné un jeudi après-midi. Sa voix paraissait normale. Nous avons discuté de l'école, de son évaluation de mathématiques qu'il avait réussi. D'un ami à lui, qui avait obtenu des billets pour un match. Et du fait qu'il avait très envie d'y assister, mais que Susanna ne lui avait pas encore donné l'autorisation. Des préoccupations de garçon de 13 ans, des choses normales. Il n'a fait aucune allusion à Leopoldo, ni à l'ambiance à la maison. Et je ne l'ai pas interrogé non plus. Car ce n'était pas le moment, et ce n'était pas mon rôle, de faire peser ce fardeau sur ses épaules. Avant de raccrocher, il m'a demandé, « Papa, c'est quand que je pourrai venir te voir, à Lisbonne ?» « Quand tu en auras envie, lui ai-je répondu. Les vacances d'été approchent. On en parlera avec ta mère, et on organisera ça. Sérieusement? Vraiment? J'ai décelé dans sa voix une joie indéniable. Pas cet enthousiasme fin, qu'affichent les adolescents quand ils veulent obtenir quelque chose. Une vraie joie, pure et simple. Celle d'un garçon de 13 ans, qui a hâte de retrouver son père, et qui vient de comprendre que c'est faisable. J'ai raccroché avec un sentiment dans la poitrine, qu'il m'a fallu un instant pour identifier. Car, cela faisait longtemps que je ne l'avais pas éprouvé avec autant de force. C'était de l'apaisement. Un apaisement simple et concret. 2 jours plus tard, Martha m'a appelé. Alvaro. Tu as une minute? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fouillé un peu plus, après notre dernière conversation, m'a-t-elle expliqué. J'ai découvert des choses qui m'avaient échappé lors du premier contrôle, car elles nécessitaient l'accès à des registres plus pointus. Je t'écoute. J'ai entendu le bruit familier de ces feuilles qui se réorganisaient, à l'autre bout du fil. L'audience judiciaire pour les 280 000 € a été avancée. Ce ne sera plus dans 6 semaines. Mais dans 12 jours. Le juge a rejeté la seconde demande de report, formulée par l'avocat de Leopoldo, et a fixé une date ferme. Et qu'est-ce que ça implique pour Susanna?
Cela dépendra des termes exacts des statuts de la société qu'elle a signés. Mais il y a un autre détail que j'ai découvert, et dont elle doit, à mon avis, être informée. Courte pause. Une deuxième plainte, plus récente, a été déposée il y a 3 semaines. Par le fonds d'investissement privé, qui figurait dans les registres de la deuxième entreprise. Le montant réclamé dans cette plainte s'élève à 380 000 €. Je suis resté figé. Est-ce que ça apparaît dans les registres publics? Oui, ça a été enregistré il y a 3 semaines. Il se peut que l'avocat de Susanna ne l'ait pas encore vu. Surtout s'il s'est contenté d'examiner la première plainte, pour laquelle elle a reçu une notification. J'ai pensé à Susanna, assise devant des documents qu'elle ne comprenait pas vraiment. J'ai pensé à sa voix, cette nuit-là. Aux 3 mots qu'elle avait prononcés, après que je lui ai expliqué pourquoi je ne l'avais pas appelée plus tôt, c'est de bonne guerre. Martha, ai-je dit, est-ce que tu peux m'envoyer les références d'enregistrement de cette deuxième plainte? Numéro de dossier, date, tribunal. Je te les envoie tout de suite. Merci. J'ai raccroché. Le message de Martha est arrivé en moins de 2 minutes. Un document concis, avec les références précises de la seconde plainte. Je l'ai sauvegardé. Ensuite, je suis resté là plusieurs minutes, sans rien faire. À simplement réfléchir. Rien ne m'obligeait à faire ce que j'envisageais de faire. Rien. Susanna avait fait ses choix. Elle avait signé ses papiers. Elle avait son propre avocat. C'était une adulte, parfaitement capable de gérer ses propres ennuis. Et une partie de moi, celle qui se rappelait de la cuisine, ce fameux mardi soir. Et du sang-froid avec lequel elle m'avait annoncé la fin de 19 ans de vie commune. Cette partie-là avait de très bons arguments pour m'inciter à rester là où j'étais et ne rien faire du tout. Mais il y avait une autre partie. Celle qui pensait à Mathias, engoncé dans son costume bleu, trop grand aux épaules. Avec sa cravate de travers. Avec sa voix, me demandant quand il pourrait venir me rendre visite à Lisbonne. Celle qui pensait au fait que, ce qui arrivait à Susanna, l'affecterait lui aussi. D'une manière différente, certes. Mais l'affecterait quand même s'il ne s'en rendait pas encore compte. Et c'est cette partie-là, qui l'a emporté. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai cherché le numéro de Susanna, et je lui ai envoyé un court texto. Sans fioriture. Susanna. Il y a une deuxième plainte contre l'entreprise, que ton avocat n'a probablement pas encore détectée. Je t'envoie les références d'enregistrement. Transmets-les-lui dès aujourd'hui. Et je lui ai fait suivre le document de Martha. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai posé le téléphone sur la table, et je suis allé me préparer à manger. Il était presque 2 heures de l'après-midi, et je n'avais pas encore déjeuné. La réponse est arrivée 40 minutes plus tard. Alors que je finissais une assiette de pâtes, que j'avais préparée avec les restes du frigo. Et qui, pour de l'improvisation, n'était pas si mauvaise. Le message disait juste « merci ». Un mot, 5 lettres. Le message le plus court, et probablement le plus sincère, que Susanna m'ait envoyé depuis des années. Sans enjolivement, sans mise en contexte. Dépourvu de cette couche de distance calculée, qui avait teinté tous nos échanges, depuis le divorce. Juste, merci. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai conservé, et j'ai continué à manger. J'ai appris ce qui s'est passé dans les jours suivants, de manière décousue. Grâce à de brefs messages de Susanna, qui m'arrivaient de temps en temps, sans rythme précis. Comme si elle les rédigeait, au moment où la situation évoluait. Et qu'elle avait besoin de se délester de cette nouvelle, quelque part. L'avocat de Susanna avait confirmé la deuxième plainte, et avait poussé plus loin son examen des documents. Leopoldo s'était entretenu avec ses propres avocats, à 3 reprises en l'espace d'une semaine. L'appartement dans lequel il résidait, et dont je savais déjà qu'il était au nom d'une société, avait fait l'objet d'une notification, en lien avec les garanties de l'un des prêts bancaires. Susanna avait eu un entretien privé avec Hector. Le comptable à la cravate rouge, que j'avais croisé lors du mariage. Et Hector lui avait avoué, avec l'inconfort de quelqu'un qui en sait plus qu'il ne veut bien l'admettre, que la situation financière des entreprises était dans le rouge, depuis bien plus longtemps que ce que Leopoldo avait laissé entendre. Depuis combien de temps es-tu au courant, avait interrogé Susanna, d'après l'un des messages qu'elle m'avait envoyés. Et Hector, après un silence qui en disait long, avait répondu, depuis bien avant le mariage.
Cette phrase m'est parvenue dans un texto de Susanna, à 22h, un mercredi soir. Je l'ai lu 2 fois, avant de poser le téléphone sur la table, et de fixer le plafond pendant un instant. Depuis bien avant le mariage. Le comptable qui était assis à ma droite pendant la réception. Qui m'avait fait l'article de Léopoldo, en le qualifiant d'homme extraordinaire et visionnaire. Il savait, depuis tout ce temps, que les entreprises étaient au bord du gouffre. Il avait sciemment choisi de s'asseoir à cette table, et de dépeindre son patron comme un modèle d'intelligence et de persévérance. Alors qu'il avait pleinement conscience, de la réalité diamétralement opposée de la situation. J'ai repensé à Cécilia. À sa robe rouge, et à son verre de trop. S'exclamant, avec tout ce qui lui est tombé dessus l'année dernière, avec ses entreprises, avant qu'Elena ne lui coupe la parole. J'ai repensé à Elena. Affirmant, c'est dommage que tout ce qui brille, n'appartienne pas à celui qui semble le posséder. Avec la sérénité de quelqu'un qui a percé un secret, que les autres ignorent encore. J'ai revu l'homme en costume sombre, se pencher vers Léopoldo pendant le dessert, pour lui glisser quelques mots à l'oreille. Provoquant ce léger serrement de mâchoire, que j'avais relevé, et gardé en mémoire, sans en comprendre encore la signification. Tout était sous nos yeux, dès le départ. Tous les éléments du puzzle étaient à la vue de tous. Pour qui savait observer. Et j'avais observé. C'est tout. Je m'étais simplement contenté d'observer. J'ai répondu à Susanna. Est-ce que tu tiens le coup? Sa réponse a mis quelques minutes à arriver. J'encaisse. C'est ce qu'il faut faire. Je lui ai conseillé, prends le temps qu'il te faut. Et n'hésite pas à recourir à tous les moyens nécessaires, pour te protéger juridiquement. Demande à ton avocat d'être exhaustif. Ce n'est pas le moment de faire des sentiments, avec des contrats. Je sais. Et Mathias, il va bien? Oui. Il ne se doute toujours de rien. Je fais tout pour préserver une ambiance normale. Très bien. Le moment venu, il saisira la situation. Il est plus perspicace qu'on ne l'imagine. Une pause. Puis, c'est vrai, oui. Il tient de toi. J'ai reposé le téléphone sur la table. Dehors, le tramway passait à l'heure prévue. La rue pavée luisait, sous la bruine nocturne. Lisbonne demeurait immuable. Et moi aussi. Je restais tel que j'étais. Un homme ayant assimilé que la distance idéale n'est pas celle qui vous isole du monde. Mais celle qui vous place à la bonne distance, pour y voir clair. L'audience judiciaire s'est tenue un mardi. Je l'ai su, car Susanna m'a envoyé un message ce matin-là. Un message laconique, c'est le grand jour. Sans préambule, sans plus d'explication. Comme si je détenais déjà toutes les clés, pour comprendre la portée de ces mots. Ce qui était le cas. Je lui ai répondu, je suis là, si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai eu de ces nouvelles qu'à 19h. Ce jour-là, j'ai accompli ma journée de travail comme à l'accoutumée. Réunion, codage, analyse. Le rythme régulier qui scandait mes journées à Lisbonne. Cette cadence que j'avais appris à apprécier. Justement parce qu'elle m'avait fait défaut pendant longtemps. Sur le temps de midi, je suis allé me balader au bord du Tage. Une habitude que j'avais prise, pour m'aérer l'esprit et prendre du recul. Chose dont j'avais grandement besoin ce jour-là. Même si je n'avais objectivement aucune raison de m'inquiéter. Car, d'un point de vue purement factuel, les décisions rendues lors de cette audience, n'auraient pas de répercussions directes sur ma vie. D'un point de vue factuel. Je suis resté assis sur un banc, face au fleuve, pendant un moment. Le Tage était paisible ce jour-là. Quelques bateaux à l'horizon. Et cette lumière de fin d'après-midi, si singulière à Lisbonne. Une lumière rasante et dorée. Qui confère à chaque chose, une aura plus intense que sa nature ne le laisse présager. Ou peut-être, l'aura qui lui correspond vraiment. J'ai toujours hésité entre ces deux interprétations. Mes pensées se sont tournées vers Mathias. Je me suis dit que ce soir-là, en rentrant à la maison, il percevrait sûrement un climat lourd. Sans en saisir toutes les raisons. Les enfants pressentent toujours que quelque chose cloche, même lorsqu'on leur tait la vérité. Ils ont cette faculté à capter l'atmosphère d'une pièce. Avec une finesse que les adultes égarent avec le temps, sans même s'en apercevoir. Je me suis réjoui à l'idée qu'il viendrait me retrouver à Lisbonne dans quelques semaines. Que nous arpenterions ces mêmes rues pavées.
Que je l'emmènerais voir le Tage, les tramways, et cette librairie de seconde main, où je passais inaperçu. Que nous dégusterions des pastéis de nata, dans une petite pâtisserie de quartier, et qu'il les trouverait délicieux. Même si, dans un premier temps, il réclamerait un hamburger. Car il a 13 ans, et qu'à cet âge, on a ses propres préférences culinaires, tout à fait compréhensibles. Cette perspective m'a procuré un profond réconfort. Le message de Susanna m'est parvenu à 19h04. C'est fini. Ça a mal tourné pour Léopoldo. Le juge a rejeté ses arguments. Un jugement provisoire engage la responsabilité de l'entreprise, pour le paiement des 280 000 €. Avec un délai de 30 jours pour s'acquitter de la somme. Faute de quoi, une procédure de saisie des biens sera enclenchée. J'ai relu le message, pour m'assurer d'avoir bien compris. Puis j'ai répondu, et de ton côté? Où en est ta situation personnelle? Sa réponse a tardé de quelques minutes. Mon avocat a réussi à démontrer que les statuts de l'entreprise que j'ai paraphés comportent une disposition limitant ma responsabilité financière au seul montant de mes apports en capital. Étant donné que je n'ai jamais investi de fonds propres, mais que j'ai été enregistré en tant qu'associé, mon implication directe dans ce litige particulier est infime. Il reste cependant la deuxième plainte, celle du fonds d'investissement. En effet, l'audience est programmée dans 5 semaines. Et pour celle-ci, la tournure des événements pourrait être tout autre. Tout dépendra de l'interprétation des documents par le juge. Tu as un bon avocat. Oui. Il est excellent. Alors repose-toi sur lui, et laisse-le faire son travail. Un silence pesant s'est installé. Alvaro, dis-moi. Léopoldo m'a suggéré cet après-midi de congédier mon avocat. Afin que nous fassions front commun avec le sien. Il prétend qu'une représentation juridique unique serait plus efficace, pour gérer l'ensemble de la situation. J'ai fermé les yeux, un court instant. Susanna, lui ai-je dit, n'accepte surtout pas, je suis au courant, a-t-elle répliqué. Il en est hors de question. Tant mieux. Un nouveau silence a pris place. Et puis, une demande à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Est-ce que je peux t'appeler? J'ai regardé mon téléphone. J'ai regardé le Tage, baigné par cette lumière dorée lisboète, qui magnifiait chaque détail, ou en révélait la véritable importance. Oui, lui ai-je répondu par écrit. Le téléphone a sonné 30 secondes plus tard. Sa voix était différente de celle de son premier appel. Moins crispée, mais empreinte d'une autre forme de fatigue. L'épuisement de celle qui a porté un fardeau démesuré, et qui a enfin déniché un endroit pour s'en décharger, ne serait-ce qu'un instant. Comment tu te sens, lui ai-je demandé. Éreinté, a-t-elle murmuré. Épuisé. C'est tout à fait compréhensible. Alvaro. Elle a prononcé mon prénom, avec cette nouvelle intonation, apparue lors de son premier appel. Et qui avait balayé la froideur calculée de nos échanges, des 2 dernières années. J'ai besoin de te confier quelque chose, et je ne trouve pas les mots justes. Dis ce que tu as sur le cœur. Je l'ai entendu prendre une profonde inspiration. J'ai fait fausse route, a-t-elle déclaré. Sur bien des points. Sur ma façon de gérer la fin de notre mariage. Sur mes paroles blessantes. Sur les remarques de Mathias, que j'ai laissé passer sans le reprendre. Elle a fait une pause. Et j'ai fait fausse route, en fermant les yeux sur ce qui était évident. Aveuglé par le mirage d'une vie plus clinquante. Je n'ai pas réagi dans l'immédiat. J'ai laissé ces mots flotter dans le silence, pour leur accorder tout leur poids, avant de m'exprimer. Susanna, ai-je fini par dire, tu n'es pas tenue de me faire ces aveux. Je sais, a-t-elle répliqué. Si je t'en parle, c'est par besoin. Sans rien espérer en retour. Entendu, lui ai-je dit. Je t'écoute. C'est tout. C'est tout, a-t-elle demandé. Et j'ai perçu dans sa voix, l'esquisse d'un sourire. Ténu, épuisé, mais un sourire quand même. C'est amplement suffisant, l'ai-je rassuré. Notre conversation s'est poursuivie pendant encore 20 minutes. Sans aborder Léopoldo, les plaintes ou les contrats. Nous avons parlé de Mathias. De son envie de venir me voir cet été. De son souhait d'apprendre la guitare. Et de la pertinence, de lui trouver un professeur. De ses excellents résultats en mathématiques.
Ce qui était une nouveauté. Car, enfant, les chiffres avaient toujours été sa bête noire. Nous avons échangé sur des choses simples, authentiques. Des choses déconnectées du reste. Et qui, en définitive, étaient les seules à avoir une réelle importance. Lorsqu'est venu le moment de raccrocher, ce fut sans éclat, sans engagement. Sans chercher à renouer des liens brisés, ou à prêter un sens caché à une conversation, qui n'avait été que cela. Deux personnes, qui avaient partagé 19 années de leur vie, et un enfant. Et qui, pour la première fois depuis une éternité, s'étaient parlé à cœur ouvert. Prends soin de toi, Susanna. Toi aussi, Alvaro. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté près de la fenêtre, pendant un bon moment. Les tramways continuaient leur balai. La rue pavée étincelait sous l'éclairage public. Lisbonne était restée fidèle à elle-même. Je me suis remémoré tous les événements survenus. Depuis cet appel de Mathias, m'annonçant qu'il serait le garçon d'honneur de sa mère. Depuis cette réflexion sur les deux entreprises et l'argent. Et la comparaison entre Leopoldo et moi. Réflexion qu'un adolescent de 13 ans avait répétée sans en mesurer la portée. Depuis ce vol, vers cette ville à laquelle je n'appartenais plus. Depuis cette salle de réception, garnie de fleurs importées et de verres en cristal. Et ces 120 convives, applaudissant une mascarade aussi brillante, que les boutons de manchette en argent. Accrochés au poignet d'un homme dont la première entreprise avait été dissoute, avec une ardoise de plus de 400 000 €. Et dont la seconde croulait sous les plaintes, s'élevant officiellement à plus de 200 000 €. J'ai repensé au mot d'Elena, c'est dommage que tout ce qui brille, n'appartienne pas à celui qui semble le posséder. Prononcé avec l'assurance de celle qui détient une vérité, que les autres ne perçoivent pas encore. Je me suis revu, dans mon petit appartement du 3e étage, sans ascenseur. Avec mon café matinal. Mes balades au bord du Tage. Mon emploi régulier, qui m'assurait un revenu décent. Et me permettait de verser la pension de Mathias, sans jamais faire défaut. Cette vie paisible, que j'avais perçue comme un échec 2 ans plus tôt. Et dont je réalisais à présent qu'elle était l'incarnation même du contraire. Je n'avais remporté aucune victoire éclatante. Je ne possédais ni 2 entreprises, ni une berline de luxe. Ni des boutons de manchette en argent, ni les moyens de louer une salle de réception à 40 000 € la nuit. Je n'avais rien de tout ce clinquant, et je ne le convoitais pas. Et c'était parfait ainsi. Ce que j'avais, c'était un fils impatient de me retrouver à Lisbonne. Pour admirer le Tage, les tramways, et déguster des pastéis de nata, dans une modeste boulangerie. Ce que j'avais, c'était une conscience sereine. Un travail intègre. Et un petit appartement, mon chez-moi. Dans une ville qui m'avait enseigné que le silence n'est pas un aveu de faiblesse. Mais plutôt un havre, où chaque chose retrouve sa juste place. Ce que j'avais, c'était l'essentiel. L'essentiel, et même bien plus. Je me suis levé, j'ai préparé un café, et je me suis installé près de la fenêtre. Le tramway est passé, fidèle au poste. Et j'ai souri.